Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une occasion un peu particulière, une conférence de presse sous ce format uniquement féminin. Alors vous avez des copines et camarades à l'écran, mais aussi derrière moi qui sont les visages femmes féministes de la France insoumise. Je crois, sans me tromper, que c'est une première fois qu'on a l'occasion d'organiser une conférence de presse sous ce format. Et l'idée est de faire écho au bouillonnement féministe dans la société et une volonté plus générale des femmes de reprendre la place qu'on nous refuse dans la société, y compris dans la société médiatique. Ça a concerné les gilets jaunes dans les mouvements sociaux, les femmes très actives dans les luttes sociales, dans les métiers du soin, des femmes actives aussi dans les mobilisations contre le racisme ou les vagues MeToo. Mais ça concerne aussi la politique où on refuse d'être assigné au rôle de potiche qui nous est parfois donné, ou de faire valoir, ou même à être traité de petite conne ou de poissonnière. On aura l'occasion de revenir dessus. Et malheureusement, force est de constater que près de 77 ans, si je calcule bien, après avoir conquis le droit de vote, notre voix reste encore moins entendue dans l'espace médiatique. En 2020, les femmes n'ont représenté que 31% des invités politiques, et c'est un chiffre qui en recule. Ça veut dire que la parité dans les médias recule en 2020, parce que c'est 2 points de moins que l'année précédente. Et pourtant, nos combats, nos prises de position, notre parole sont omniprésentes dans la société, mais largement invisibilisées, y compris d'ailleurs par les garants théoriques de la diversité et de l'équilibre du débat public. Et c'est pour ça que nous avons pris cette initiative cette semaine de n'envoyer que des femmes dans les médias, que les femmes que vous avez autour de moi, les femmes que vous avez à la fois la France insoumise, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi un projet derrière que nous pouvons défendre, des combats féministes, des conquêtes pour les travailleuses dans les métiers féminisés. On le sait à quel point aujourd'hui les femmes sont surreprésentées dans des métiers extrêmement pénibles et sous-valorisées. D'ailleurs, 2/3 des smicards sont en réalité des smicardes puisqu'elles sont des femmes. Mais que nous avons aussi des choses à dire sur tous les sujets, sur la dette, sur le racisme, sur l'écologie, sur la justice, sur la police, sur les institutions, sur la politique internationale. Bref, nous avons notre mot à dire et les femmes que vous voyez devant vous vont reprendre la place qui leur est due, qu'on le veuille ou non. Et peut-être que la manière dont cette initiative a été annoncée est un peu symptomatique. Jean-Luc Mélenchon lui-même, hier, sur France 3, n'a pas eu l'occasion de parler de cette journée internationale du droit des femmes. Et cette initiative, on verra l'écho qu'elle aura. Mais je ne vous cache pas qu'elle a un objectif aussi, à vous, journalistes, de vous interpeller. Pourquoi certaines de nos prises de position qui ont beaucoup de reprises sur les réseaux sociaux sont moins commentées que celles de nos collègues masculins, ou parfois plus commentées que dans la presse étrangère. Bref, on a une question pour vous cette semaine. Est-ce que la parole de la France insoumise sera moins entendue parce que nous n'envoyons que des femmes dans les médias, et est-ce que notre parole est moins légitime? On fera évidemment le bilan en cette fin de semaine. Par ailleurs, l'objectif va bien au-delà de cette semaine, vous l'imaginez bien. C'est pour ça que nous vous présentons aujourd'hui un collectif féministe, une bande de femmes insoumises, notre équipe de femmes insoumises, où nous revendiquons ouvertement l'appartenance aux démarches de collectifs qui existent ailleurs dans le monde. On pense évidemment au squad d'Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rachida Tlaib aux États-Unis, qui ont démontré la force d'un collectif, la solidarité, mais aussi la force de sa diversité. Et c'est ça aussi qu'on veut vous présenter aujourd'hui avec une photo qu'on va vous mettre à l'écran, qui est notre squad à nous, notre collectif à nous, avec ces mains violettes qui rappellent évidemment l'histoire. Le violet était utilisé par les suffragettes dès le début du XXe siècle, repris par les MLF et depuis repris par toutes les mobilisations, notamment contre les violences faites aux femmes partout dans le monde. Et derrière ce collectif, notre objectif est de montrer notre appartenance à ces collectifs solidaires, mais qui amènent aussi d'autres discours, d'autres pratiques, d'autres histoires et d'autres pratiques et d'autres parcours, et de présenter aussi entre nous un espace de solidarité, de sororité, de sécurité, parce que oui, en 2021, c'est encore difficile d'être une femme
en politique, certainement symptomatique de la place des femmes qu'occupent aujourd'hui dans la société. Et ce combat, on le mène aussi au nom de la sous-valorisation et du rôle qui est assigné aux femmes encore aujourd'hui dans la société. Bref, notre objectif est de reprendre le contrôle et de reprendre la main, si on regarde la métaphore de cette main violette, et on n'attendra pas la permission, on la prend de nous-mêmes, parce qu'on pense que 2022 sera féministe ou ne sera pas, et c'est tout le sens de la démarche qu'on vous présente aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui n'est qu'une première étape. Nous prendrons d'autres initiatives par la suite, puisque la démarche de ce collectif que l'on fera vivre sera au cœur de la présidentielle pour 2022. Je vais laisser mes copines, camarades de combat s'exprimer, puisque l'idée, c'est bien de vous présenter ce collectif-là. Merci Manon. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je pense qu'on voit d'autant plus que c'est important de lutter contre l'invisibilisation des femmes, notamment en politique, mais pas que. Notamment quand on voit, et je remercie les 3 journalistes qui sont là, quand on voit l'attrait médiatique qu'a cette conférence de presse. Et moi, je voulais revenir sur un des aspects que subissent les femmes en général dans notre société, mais les femmes en politique particulièrement, qui est la question des violences quotidiennes que subissent les femmes, et notamment du sexisme. Le sexisme est un invariant en politique, mais le sexisme a, en plus de ce qu'il a dans la société, avec des femmes qui le subissent dans la rue, dans leur entreprise et un peu partout dans leur vie quotidienne, le sexisme a une fonction particulière en politique. Et cette fonction particulière en politique, c'est en fait l'idée que les femmes seraient comme invitées dans le champ politique, voire des intruses du champ politique. Et nous sommes dans une société patriarcale aujourd'hui qui prescrit des comportements aux femmes et qui les sanctionne si elles ne respectent pas ces comportements. Et donc, on voudrait que les femmes en politique, avec des attentes qui sont les mêmes que celles qui pèsent sur les femmes dans notre société, soient douces, soient discrètes, soient polies. Et quand on s'éloigne de ce type de représentation, eh bien, d'un coup, ça fait mauvais genre. Et je crois que nous toutes, ici, femmes en politique, femmes de la bande, nous avons eu à vivre ce genre de raillerie d'être des femmes en politique, et d'autant plus, et ça je le dis notamment pour certaines d'entre nous, a fortiori quand vous êtes des femmes politiques jeunes, où vous êtes aussi largement infantilisées. Et j'aimerais qu'on note qu'il y a des perceptions quand même tout à fait différentes entre si vous êtes un homme ou une femme politique. Lorsque vous êtes un homme politique qui parle fort, eh bien vous êtes un tribun, un personnage éloquent. Lorsque vous êtes une femme politique qui parle fort, d'un coup vous êtes une hystérique, une folle, et je noterai notamment, ou des petites connes, comme on a dit aussi à d'autres députés, je noterai que c'est une des insultes notamment qu'on m'a adressée, en plus de la poissonnière, qui était donc cette question de la folle. Et si on a réagi vivement à la question des insultes, c'est parce que ce n'est pas un simple dérapage d'un député. Ce sont des choses qui sont récurrentes, qui sont adressées aux femmes politiques, en plus de leur adresser des remarques sur leur physique, leur poids, la manière de s'habiller, etc., etc. Et ces insultes, comme toutes les autres, en disent long sur le fonctionnement de notre vie politique. Et en disent long notamment sur l'entre-soi de classe et de genre qui existe dans notre vie politique, et c'est ce fonctionnement auquel il faut mettre fin. Donc il faut que ces députés, ces puissants, ces médias aussi, comprennent maintenant, et il leur reste à apprendre, qu'il y a des milliers de possibilités d'être une femme politique, et je crois que toutes ici, nous inventons des manières d'être des femmes en politique. Pour ma part, je ne serai pas polie, je ne serai pas lisse, et je continuerai à ne pas être lisse face aux politiques absolument injustes qui existent dans notre pays. Donc, ils n'auront qu'à faire avec nous, et nous ne les laisserons pas décider seuls, car notre sort collectif nous intéresse, et nous prendrons notre part avec force s'il le faut. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. En complément donc, du propos de mes camarades qui m'ont précédé, je vais juste vous présenter les initiatives qu'on prend cette semaine, en particulier pour essayer de discuter un petit peu de la place des femmes dans notre société. On le fait sous différents angles, c'est-à-dire qu'on a identifié quelques combats prioritaires, même s'il y en a beaucoup, à savoir les luttes contre les violences qui sont faites aux femmes, également la lutte contre la précarité particulière que subissent les femmes, et puis un dernier angle qui est celui de la parité, que ce soit en politique ou dans les entreprises.
Évidemment, elles l'ont dit avant moi, mais c'est important de le préciser, on est féministe, pas seulement le 8 mars, et pas seulement pour la semaine pour les droits des femmes, évidemment, et notre programme l'est particulièrement. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous renvoie à tous les travaux de notre groupe thématique pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui travaille beaucoup et qui nous a beaucoup aidé à structurer les actions de cette semaine en lien avec les collectifs qui existent et qui luttent toute l'année. Je pense en particulier au collectif Nous Toutes. Sur le premier axe, donc la lutte contre les violences faites aux femmes, évidemment, en cette année, après les mois d'émergence des MeToo, des hashtags MeToo contre les violences faites aux femmes, puis MeToo gay, puis MeToo inceste, qui montrent le caractère systémique de ces violences contre certaines personnes dans notre société. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la question. Malheureusement, on en est au 16e féminicide depuis le début de cette année 2021. On estime que c'est plus acceptable. On était hier aux côtés des manifestantes et des collectifs Place de la République. On l'était aussi le 25 novembre. On pense notamment sur ce sujet qu'il faut des moyens d'alerte. Et je pense là au 3919 qui est en train d'être privatisé, alors même que c'est un moyen d'accès pour les victimes et pour les personnes qui ont besoin de joindre en urgence un numéro. Ça n'est pas acceptable alors que le gouvernement Macron fait des violences contre les femmes une soi-disant grande cause de son quinquennat. Donc sur ce plan-là, ça nous semble être la mesure prioritaire. Sur le deuxième axe, la lutte contre la précarité des femmes, évidemment, c'est une dimension qui a une résonance particulière après la crise du coronavirus, puisque, on le sait, les plus précaires ont été encore précarisés depuis maintenant plus d'1 an, et parmi les plus précaires, ce sont énormément et massivement des femmes. Manon a donné quelques chiffres, mais les inégalités de salaire, c'est en moyenne 26% selon les postes et selon les entreprises. Les smicards, ce sont très massivement des smicardes. Les temps partiels, ce sont à 80% des femmes qui les occupent. Donc il y a beaucoup d'actions et de propositions à mener sur ce volet-là de la lutte contre la précarité. Très concrètement, ce week-end, les militants insoumis étaient partout pour faire des collectes de produits de protection menstruelle pour lutter notamment contre la précarité menstruelle. On a vu que Vidal a proposé une mesure pour les étudiantes, mais nombre de femmes mettent un budget colossal pour chaque mois se protéger, alors même que ça devrait être gratuit et accessible à toutes et à tous. Donc ça, c'était ce week-end. Aujourd'hui, évidemment, on va s'associer à la marche parisienne des premières de corvée, qui, dans un parcours symbolique, fera plusieurs arrêts où elles parleront de différentes thématiques, et on vous invite évidemment à suivre ça. Le groupe Égalité Femmes-Hommes de la France Insoumise va faire plusieurs auditions cette semaine parce qu'on veut connaître précisément le quotidien de ces femmes précarisées. Donc là, je pense à celles qui travaillent dans la santé, par exemple les sages-femmes, à celles qui travaillent dans la grande distribution. On va auditionner le collectif Monoprix, à ces métiers invisibles comme les agents qu'on connaît maintenant de l'hôtel Ibis, qui sont en grève depuis très longtemps, mais qu'on va également écouter, et puis bien d'autres. Et ce processus d'audition va donner lieu jeudi soir à une émission spéciale sur le féminisme social avec Manon Aubry, avec Rachel Silvera, qui mène des travaux passionnants sur les métiers féminisés et comment les revaloriser et très concrètement changer le quotidien de ces personnes. Donc ça, ce sera jeudi soir. Et puis, dernier volet, la parité, l'invisibilisation des femmes. Mes camarades en ont parlé juste avant moi. Donc il y a notre action médiatique, le fait que les porte-paroles cette semaine seront uniquement des femmes et qu'on espère qu'elles seront reçues dans les médias. Et puis, il y a la prise de parole dans le champ politique, évidemment. Aujourd'hui, paraît une tribune où on aborde, nous, en tant que collectif, ce fait et l'importance
de se former en collectif dans le monde politique, mais ce sera aussi l'occasion de donner une formation militante sur la parité au sens plus large, donc en politique, dans l'entreprise, dans les conseils d'administration, etc. Et ça, ce sera demain soir par le groupe thématique. Donc vous le voyez, beaucoup d'actions et beaucoup de propositions que l'on fait toute l'année, pas seulement en cette semaine particulière, mais où on espère que cette semaine, elles seront enfin relayées. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous pour présenter les initiatives de la France Insoumise cette semaine, mais plus largement pour mettre en lumière tout le travail qui est fait depuis 3 ans, mais depuis même plus longtemps pour un certain nombre d'entre nous au sein de ce mouvement. Je voulais commencer par rappeler quand même que vous avez là face à vous et à travers l'écran des dirigeantes politiques, des dirigeantes révolutionnaires. Vous avez la présidente, la coprésidente du groupe de la gauche européenne, vous avez la vice-présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, vous avez la secrétaire générale d'un groupe parlementaire, sans qui, en fait, le groupe n'existerait pas, qui tient à bout de bras et qui permet, en fait, que nous soyons aujourd'hui un des groupes les plus actifs, la principale opposition à ce gouvernement. Vous avez la directrice de campagne qui a permis que nous ayons 19% à l'élection présidentielle en 2017 parce que nous avons su innover et faire une campagne de communication absolument incroyable. Et je pourrais passer encore beaucoup de temps à vous présenter ce que font au quotidien dans leur engagement associatif, dans leur combat politique, toutes les femmes qui ont signé la tribune. Tout ça pour dire que ce que nous avons construit depuis 3 ans au sein de la France Insoumise ne serait pas possible sans les femmes que vous voyez là, les femmes que vous allez voir toute cette semaine. Et nous sommes aussi bien investis dans la lutte sociale, dans la lutte politique face à ce gouvernement. Je voulais rappeler que nous sommes quand même face à un gouvernement qui mène l'offensive réactionnaire la plus dure qui ait eu lieu. On a parlé de tous les reculs sociaux, économiques, mais aussi idéologiques, avec y compris une instrumentalisation du féminisme pour mener des politiques xénophobes et racistes. Et donc, nous sommes bien évidemment aux côtés de toutes celles qui luttent, celles et ceux, mais surtout celles qui luttent depuis 3 ans face aux reculs sociaux, économiques, face aux reculs idéologiques que mène ce gouvernement. Mais nous serons aussi, et nous sommes aussi à l'avant-poste pour construire l'alternative, parce que justement, nous produisons, nous élaborons des propositions. Je voulais dire un mot du travail qu'on peut faire à l'Assemblée nationale sur tout un ensemble de sujets, et notamment par rapport à ce que met en œuvre aujourd'hui le gouvernement. Je participe avec mon collègue Hugo Bernalicis à organiser des auditions sur les thématiques de la commission des lois, donc tout ce qui concerne les questions de justice, de police, de droit et liberté, et il y a de quoi faire, puisque, vous le savez, nous avons aujourd'hui un gouvernement en totale dérive autoritaire et réactionnaire, et un recul des libertés. Et ce que nous mettons en œuvre là, ce sont des propositions alternatives, justement, pour non seulement garantir les libertés, mais en étendre le champ, parce que nous pensons que c'est ainsi que la société se renforce. Je pourrais aussi vous parler des propositions de loi que nous préparons dans le cadre de la niche de la France Insoumise, qui s'inscrivent dans ce qu'on fait depuis 3 ans, mais aussi dans le programme de 2022. Tout ça pour dire que si le groupe de la France Insoumise, ce mouvement ne serait pas possible sans nous ici et elle que vous voyez à l'écran, la mobilisation sociale et politique, les fronts communs que nous construisons, et puis surtout l'alternative que nous préparons et la victoire que nous espérons pour 2022 se fera avec nous ou ne se fera pas. Et pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de faire référence en ce 150aire de la commune à toutes celles qui nous ont précédées, toutes celles dont nous nous inspirons aujourd'hui comme hier. Je pense notamment aux pétroleuses, qui étaient des femmes
qui ont mené la lutte pendant la Commune et qui représentent, de mon point de vue, justement cet idéal révolutionnaire qui porte en fait un programme d'émancipation sociale et politique. Et voilà, parmi les héroïnes dont nous inspirons et dont nous ferons revivre en ce mois de mars, en ce 150e de la Commune, c'est cet esprit-là, en fait, de lutte, de résistance et surtout d'alternative que nous voulons porter cette semaine, mais bien au-delà. Bonjour et merci. On ne peut pas terminer cette conférence sans parler des femmes du monde entier. Et je vais vous en parler un peu, parce que les femmes politiques engagées, les militantes dans le monde sont nombreuses à subir la répression, à être emprisonnées, assassinées. Et c'est à elles que moi j'ai envie de penser aujourd'hui. C'est à elles que j'ai envie de dire qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes, nous, et nous allons prendre notre part dans ce mouvement, en les saluant, en leur assurant notre solidarité, leur dire que nous, les femmes politiques insoumises, sommes à leur côté pour à la fois relayer leur combat, pour que ce combat-là ne soit pas invisibilisé. Je pense, et je vais reprendre cette expression qui est « elles montent à l'échafaud » d'une certaine façon, puisqu'elles sont réprimées sans indulgence, sans distinction eu égard à leur genre. C'est le cas en Birmanie, où récemment une jeune femme de 19 ans a été assassinée, a été tuée en pleine manifestation. C'est le cas en Égypte, où des femmes sont emprisonnées, des journalistes, en Iran, au Mexique, où chaque jour 10 femmes sont victimes de féminicide, en Pologne, bien sûr, en Europe, donc, où les femmes aujourd'hui voient le droit à l'avortement tellement limité qu'on peut dire qu'il n'existe plus. C'est le cas en Algérie, où les femmes ont été très présentes lors du mouvement populaire qui est né il y a 2 ans. C'est le cas dans de nombreux pays, y compris en France, où les femmes, qu'elles soient gilets jaunes, qu'elles soient médecins, soignants, ont été réprimées lors de manifestations sans aucune distinction eu égard à leur genre. Donc il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas traitées de façon égale aux hommes dans tout le reste du temps. Donc c'est à ces femmes-là que je pense aujourd'hui, et notre mouvement, le mouvement La Bande des femmes insoumises, va s'inscrire dans ce collectif mondial. Je pense que nous assistons depuis quelques années à un mouvement révolutionnaire mondial féministe. Il n'existe pas aujourd'hui un seul pays où les femmes ne se mobilisent pas pour défendre leurs droits, pour montrer leur solidarité. Récemment, au Bangladesh, des femmes ont manifesté pour protester contre le viol d'une jeune femme. Et donc, je crois que ce mouvement, la Bande des femmes insoumises, ne sera fort que parce qu'il s'inscrit aussi dans cette dimension internationale, mondiale. Nous prendrons l'initiative d'action avec les femmes du monde. J'ai envie de dire ce mouvement, cette révolution féministe qui est en train de passer, peut-être un peu de façon inaperçue, peut-être minimisée, et pourtant très fort, et va bouleverser à tout jamais le champ politique, le champ public. C'est la fin de l'acceptation sociale de la violence contre les femmes. On ne trouve plus ça normal, y compris dans des pays où le niveau démocratique n'est pas le plus élevé. C'est la fin de l'acceptation de l'exclusion des femmes, que ce soit du champ du travail, du champ politique, du champ social. Donc cette solidarité doit pouvoir s'exprimer. Moi, je lancerai un appel aujourd'hui, une demande à l'État français, au gouvernement français, c'est d'utiliser la diplomatie française en direction de ces femmes, notamment celles qui sont emprisonnées en Arabie Saoudite, en Égypte ou en Iran, ou dans d'autres pays encore, parce qu'elles se sont mobilisées pour des combats. Je leur demande de leur assurer, de leur offrir l'asile politique, de leur permettre de venir en France se mettre à l'abri de la répression qu'elles subissent dans leur pays. Et nous, pour notre part, nous continuerons de mettre en lumière ces combats-là, de s'inscrire pleinement dans ce mouvement révolutionnaire féministe qui a démarré, qui ne s'arrêtera pas, parce que 51% de l'humanité se met en mouvement. Il n'est pas question de retourner en arrière. Merci. Est-ce que vous avez des questions, madame ? Bonjour, Élodie Forêt de France Inter. Sur la visibilité des femmes politiques dans les médias, vous avez souligné qu'il y a évidemment, et je pense qu'on ne peut pas le nier, une responsabilité des médiatiques et des médias eux-mêmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une résistance dans les mouvements et les partis politiques, quels qu'ils soient, et y compris le vôtre ?
Plusieurs éléments de réponse. D'abord, vous avez face à vous les visages de la France insoumise. Chacune d'entre nous ici peut être porte-parole dans les médias. Chacune d'entre nous ici a fait des médias. Mais la logique médiatique qui veut qu'on nous appelle à 20h pour 20h30, c'est une logique qui est très fréquente et qui met souvent mal à l'aise des femmes qui veulent préparer leurs médias, qui refusent l'arène, l'espèce de combat de gladiateurs qui est parfois le débat politique. Ça, c'est un premier élément. Et puis, un deuxième élément, on ne compte pas les exemples, et on en a encore cette semaine avec l'annonce qu'on vient de faire de pas de femmes dans les médias, lapsus, de pas d'hommes insoumis dans les médias, de médias qui avaient invité des hommes à qui on propose des femmes en remplacement et qui le refusent. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette initiative pour, on va se dire les choses franchement, mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire en fait, vous n'aurez pas le choix. Nos porte-paroles sont des femmes. Et cette semaine, mais on espère les suivantes, alors oui, les femmes insoumises reprendront la place qui leur est due. Et on a fait la démonstration en quelques années du nombre de porte-paroles, de leaders politiques qui ont émergé à la France insoumise, qui jouent leur rôle dans les assemblées, dans les hémicycles, mais aussi à l'extérieur. Vous en avez des nombreuses. Et c'est aussi ces visages-là qu'on veut mettre en avant. Et mon petit doigt me dit, mais on fera le bilan en fin de semaine, qu'il y a des chances qu'on voit moins la France insoumise dans les médias cette semaine, parce que nous avons fait le choix d'être représentés par des femmes. Je sais que Mathilde voulait dire un mot aussi. Pour répondre à la question que vous posiez précisément, est-ce que c'est pas dans tous les mouvements et dans les partis politiques? Si, c'est évident. Sauf qu'à la France insoumise, déjà, on mène des actions de ce type-là, ce qui est une manière aussi de combattre l'invisibilisation des femmes. Ensuite, vous avez des femmes à des rôles extrêmement importants à la France insoumise. Bon, Manon, qui vient de parler, est coprésidente de l'AGUE, c'était notre tête de liste aux européennes. Tous les mouvements ou partis politiques ne font pas ça de mettre en tête de liste. Moi-même, je suis vice-présidente du groupe parlementaire, et puis on pourrait continuer pour chacune des femmes qui sont là, mais d'autres qui sont aussi à l'écran. Donc nous, je crois qu'on prend notre part sur cette question-là. Mais évidemment, le sexisme, le patriarcat, c'est quelque chose qu'on a dans l'ensemble de la société. C'est un combat. Et nous avons décidé de prendre ce combat à bras-le-corps, et de le prendre à bras-le-corps en tant que mouvement. Pas en tant que nous, juste femmes du mouvement. En tant que mouvement, de le prendre à bras-le-corps et de pousser sur cette question-là. Et moi, je vais vous dire le nombre de fois où j'ai fait des interventions, et chacune d'entre nous peut dire la même chose, où j'ai fait des interventions à l'Assemblée nationale, pour qu'à la fin, on se retrouve avec des articles, parce que les médias ont une responsabilité sur l'invisibilisation des femmes très fort, pour qu'à la fin, on ait des articles sur lesquels on retrouve une femme ou une femme insoumise ou une femme députée, je sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi, se baillonne à l'Assemblée, je ne sais quoi, c'est absolument constant. Vous avez peut-être vu le Wikipédia qui s'appelle « Une femme », sur tout ce qu'une femme a effectué de merveilleux, a inventé un tel, a fait... Bon, donc à un moment ce combat, il doit être porté aussi dans les médias. Évidemment que nous, on prend notre part dans notre mouvement, évidemment qu'on prend notre part aussi dans les propositions qu'on fait dans la société sur ce qu'on voudrait pour justement arrêter en tout cas endiguer ce système endémique sur cette question. Mais il y a une vraie responsabilité de visibilisation des femmes qui est extrêmement forte, et c'est pour ça qu'on insiste dessus, et pas en tant que journaliste, en tant que personne, mais en tant que système. Il y a un système sur cette question-là, et je crois que c'est ça qu'il faut entendre, au-delà juste d'une personne en particulier qui n'est pas le sujet sur cette question-là, mais bien un effet de système qui est extrêmement dommageable à l'ensemble de la société. Le micro marche, ok. Baptiste Bécard de l'AFP, pour prolonger la question de ma collègue, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une régression de la place des femmes dans les appareils politiques? Bon, vous avez rappelé l'importance des femmes dans l'appareil de la France insoumise, mais quand on voit que, par exemple, avant, il y avait des Eva Joly, Madame Duflot, Martine Aubry qui tenaient le haut du pavé, aujourd'hui, dans les formations, notamment à gauche, et ça avait fait des remous avec une fameuse une de Libération il y a quelques mois, est-ce qu'il n'y a pas une régression quand même de la place des femmes en politique et singulièrement à gauche? Je pense que les régressions qu'on peut voir dans l'ensemble de la société se répercutent sur tout le champ économique, le champ médiatique et le champ politique. Mais je rappelle, on l'a dit, je l'ai dit et mes collègues l'ont dit, en fait, on est là.
malgré tout. La question, c'est effectivement, à un moment donné, vous évoquiez cette une-là de Libé où il a fallu une levée de bouclier pour expliquer, mais en fait, il y a des femmes qui sont, y compris candidates, qui sont des dirigeantes politiques. Voilà, on n'est pas né de la dernière pluie, et donc voilà, cette réalité-là. Alors donc, oui, il faut aussi, dans le cadre des espaces politiques, des espaces militants, mener ce rapport de force-là, mais je pense que l'enjeu, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette semaine et dire que nous sommes déjà les porte-parole de la France insoumise de fait, que ce soit nous qui ayons des positions d'élus, des fonctions d'élus, mais aussi les collègues qui sont au quotidien animatrices d'équipes thématiques, animatrices de groupes d'action, qui sont syndicalistes, sont aussi nos porte-paroles sur le terrain. Et on veut que ça se voit, que ça se sache, et on insiste là-dessus, parce que c'est aussi comme ça qu'on donne confiance à d'autres, en fait, femmes, de s'impliquer en politique et de se rendre compte, en fait, c'est possible être une femme dans sa diversité en plus, parce qu'on a des manières d'être, de parler, de faire de la politique très différentes les unes des autres, et justement, on n'est pas juste dans un moule de la femme politique qui doit ressembler à ça et qui doit correspondre à une certaine idée. Et donc c'est aussi pour ça, en fait, c'est pas simplement une question d'affichage, c'est aussi la représentation au sens fort du terme, c'est un discours, un contenu politique qui donne aussi confiance, et parce que nous, notre objectif c'est ça, c'est donner confiance aux gens, donner confiance aux femmes, aux citoyens et citoyennes en particulier, pour s'impliquer, parce que voilà, on veut être majoritaire, c'est 51% de l'humanité, et ces 51%-là peuvent faire la révolution, donc c'est ça l'objectif. Mais donc la régression, elle est dans les choix qui sont faits d'invisibiliser en fait des femmes qui sont là, en fait, qui existent, qui se battent, qui luttent et qui n'attendent pas en fait de la reconnaissance médiatique pour être les chevilles ouvrières de ces mouvements et de ces mobilisations. Mais par contre, maintenant, la question c'est on veut aussi créer ce rapport de force médiatique, pas juste cette semaine, mais sur le long terme, pour que ça se voit, ça se dise, ça s'entende et ça se perpétue. Sur le fonctionnement de cette squad, est-ce que c'est quelque chose que vous allez formaliser, par exemple, pour la campagne de 2022 avec des initiatives ensemble, ou est-ce que c'est plus une manière d'attirer notre regard là cette semaine? Est-ce que vous allez quand même... C'est vrai que vous avez revendiqué le modèle des États-Unis, où ça s'est fait, où effectivement elle continue d'œuvrer collectivement. Est-ce que c'est quelque chose, un modèle que vous allez continuer de revendiquer dans la campagne de 2022? Et est-ce que ça ne comporte pas aussi peut-être des risques, peut-être parfois d'être cornerisé dans voilà, le groupe des femmes qui arrivent en politique, et voilà, je ne sais pas. C'est une très bonne question. C'est une initiative qui a vocation à durer, j'espère même au-delà de 2022. L'initiative de départ, c'est de dire nous sommes des femmes politiques et nous savons, parce que nous le vivons régulièrement, de façon quotidienne parfois, que notre parole est minimisée. Même quand on a la vice-présidente du groupe parlementaire qui s'exprime, ce n'est qu'une femme pour certains, donc sa parole pèserait moins que celle du vice-président. Ils sont deux coprésidents, je le rappelle, au groupe parlementaire, Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, et ainsi de suite. Donc cette squad des femmes insoumises, cette bande, pour le dire en français, est lancée aujourd'hui. Elle va durer pendant toute la campagne. Nous aurons différentes initiatives sur le plan international, je l'ai évoqué, sur le plan national, dans le cadre de la campagne. En tout cas, l'idée, c'est que dans cette campagne présidentielle, le programme L'Avenir en commun, le programme que nous portons, que nous défendons, que nous sommes en train d'enrichir, c'est un programme qui sera féministe. Il portera partout cette marque-là, cette présence des femmes, mais aussi cette représentation de ce qu'est un mouvement progressiste, de ce qu'est un mouvement du XXIe siècle. Donc nous aurons des actions communes. La dernière question m'intéressait beaucoup. Est-ce que vous pouvez la répéter? Peut-être sur les risques que ça pouvait comporter. Voilà.
Exactement. C'est intéressant parce que c'est le genre de réflexion qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir quand on lance au départ, parce que comme nous sommes des universalistes toutes et que nous considérons qu'il y a toujours le risque d'être enfermé dans une de nos caractéristiques, qui ne fait pas pour autant de nous, enfin, on n'est pas réduite à c'est une féministe, c'est une femme, etc. Eh bien, pour cette fois-ci, ça ne nous pose aucun problème. Nous assumons parfaitement d'être des femmes politiques comme il y a des hommes politiques. Et pourquoi pas l'être, on l'est pleinement, entièrement. C'est ce que nous sommes. Voilà, des femmes politiques engagées qui allons peser tout au long de la campagne présidentielle. En 2022, si nous l'emportons, nous pèserons aussi. Les 35 femmes qui sont signataires de la tribune et qui sont sur la photo, il faudra compter avec elles en 2022 en cas de victoire de l'avenir en commun. Merci. Juste, si je peux dire un tout petit mot rapide, l'idée c'est aussi de s'adresser à toutes ces femmes qui ne trouvent pas leur place en politique, parce qu'on sait, nous toutes, à quel point c'est violent. On a toutes eu, les unes et les autres, des moments de doute, des moments de difficulté, parce que oui, la politique est violente. Et donc, c'est un mot à l'adresse de toutes nos collègues, toutes nos camarades, et de leur dire, oui, vous avez cet espace de solidarité, cet espace de sécurité, cet espace de sororité, dans lequel l'entraide est de mise, et on sait que la force du collectif sera plus forte que les individualités, voire même les guerres d'individualité, et que vous avez un collectif bienveillant dans lequel on vous accueille, et y compris à toutes les militantes. Et là, je m'adresse aux militantes de terrain, celles pour qui c'est pas toujours facile de se retrouver dans cet univers. Alors oui, vous avez cet espace dans lequel vous êtes les bienvenus, dans lequel on vous accompagnera et dans lequel on s'entraidera aussi. Souvent, c'est informel entre nous. En fait, on s'en est rendu compte à quel point parfois on échange intuitivement les unes avec les autres parce qu'on vit les mêmes réalités. Et donc l'idée, c'est de donner plus de force à ce cadre informel qui existe jusqu'à l'heure actuelle et qui, on va le dire les choses franchement, parfois nous aide à tenir. Et donc on s'adresse à toutes nos copines et on leur dit, en fait on est là, on peut s'aider, et cette voix, elle aura du poids dans les prochains mois, et elle aura du poids parce qu'elle aura cette dimension collective, parce qu'elle assumera d'autres pratiques politiques que celles qui sont parfois en vigueur, et que la violence politique qui nous est renvoyée au quotidien. Et donc, ça a une vocation aussi inclusive, bien au-delà du groupe qui est en face de vous.